Boeing ferme ce qui était autrefois son plan de secours, ses soi-disant usines fantômes. Ce n'étaient pas des salles d'exposition ou des ateliers de production ultra-modernes. C'étaient des centres de réparation construits en mode panique après des années de retard, de contrôle de qualité manqué et d'avions cloués au sol s'accumulant. À un moment donné, ces installations étaient le moyen pour Boeing de maintenir les livraisons, réparer les problèmes en dehors de la ligne principale, corriger ce qui a échappé et garder les clients quelque peu satisfaits. Maintenant, Boeing dit que ces sites ferment. Sur le papier, cela ressemble à un progrès. Mais en réalité, cela signifie qu'il n'y a plus de filet de sécurité. Si quelque chose tourne mal maintenant, cela tourne mal en public. La vraie question n'est pas pourquoi ils ferment. C'est de savoir si la chaîne d'assemblage en amont est enfin stable ou si cela prépare simplement la prochaine série d'échecs. Une usine fantôme n'est pas un terme industriel vague. C'est ainsi que les employés de Boeing appelaient les endroits où les avions défectueux allaient pour être réparés. C'étaient de véritables centres de retouche aménagés à l'intérieur d'installations comme Moses Lake pour le 737 MAX et Everett pour le 787 Dreamliner. L'idée était simple, du moins sur le papier. Si les lignes d'assemblage principales ne pouvaient pas suivre les inspections ou si des avions quittaient l'usine avec des problèmes non résolus, ils étaient dirigés vers ces sites. Là, des équipes vérifiaient tout à nouveau. Système, câblage, raccord, même le travail structurel. En gros, tout ce qui n'était pas validé dans la construction initiale était fait ici, parfois des mois plus tard. Mais il ne s'agissait pas seulement de quelques avions retardataires nécessitant des retouches finales. Ces usines de l'ombre sont devenues des mini-lignes d'assemblage à part entière. Elles ont mobilisé des ingénieurs, des mécaniciens et des inspecteurs de la production standard pour réparer des avions qui auraient dû être prêts dès le départ. Et cela n'a fait qu'aggraver les choses en amont. Les crashs du vol 610 de Lion Air en 2018 et du vol 302 d'Ethiopian Airlines en 2019 ont ébranlé toute l'industrie de l'aviation. Le fil conducteur, un système logiciel appelé MCAS, qui a baissé le nez du 737 MAX en se basant sur des données de capteurs défectueuses. Les pilotes n'étaient pas correctement formés à son sujet. Certains ne savaient même pas qu'il existait, et Boeing l'avait enfoui profondément dans les manuels. Ce qui a suivi a été l'une des immobilisations au sol les plus longues et les plus médiatisées de l'aviation moderne. Le MAX a été retiré du service à l'échelle mondiale. Près de 400 avions ont été immobilisés du jour au lendemain, avec plus de 450 encore inachevés du côté de Boeing. Mais la production ne s'est pas arrêtée immédiatement. Boeing a continué à construire. Cela signifiait que des avions sortaient de la chaîne sans destination. Des terrains de stockage remplis d'avions qui ne pouvaient pas légalement voler. Et au moment où la Federal Aviation Administration a donné le feu vert pour que le MAX reprenne du service, beaucoup de ces avions stationnés étaient obsolètes, manquaient de correctifs matériels, de mise à jour logicielle ou de validation complète d'inspection. C'est alors que Moses Lake est devenu un centre de récupération. Les équipes ont dû passer d'un avion à l'autre, réparer les faisceaux de câbles, mettre à jour les logiciels, remplacer les pièces endommagées et effectuer des vols d'essai complets. Ce n'était jamais prévu, mais avec des centaines d'avions cloués au sol et des milliards immobilisés en inventaire, Boeing n'avait pas d'autre choix que de transformer les entrepôts en hôpitaux. Le 787 Dreamliner était censé être le champion de l'efficacité et du fuselage large de Boeing. Mais à partir de 2020, le programme a rencontré un obstacle. Les ingénieurs ont commencé à trouver des écarts dans les sections du fuselage, des désalignements microscopiques qui pourraient entraîner une fatigue à long terme s'ils n'étaient pas traités. À elles seules, ces anomalies n'étaient pas catastrophiques, mais ensemble, elles ont soulevé de sérieuses inquiétudes concernant l'intégrité structurelle. Le problème n'était pas seulement les écarts, c'était l'incohérence des jonctions entre différents avions. Certains étaient construits à Charleston, d'autres à Everett. Et avec le temps, les incohérences ont commencé à s'accumuler, littéralement. La Federal Aviation Administration a dit à Boeing de faire une pause. Les livraisons ont été gelées, les inspections intensifiées et l'arriéré a explosé. Au moment où l'entreprise a pris le contrôle de la situation, plus de 100 Dreamliner étaient bloqués en inventaire. Certains étaient restés là pendant des années. Un avion, construit en 2017 et utilisé comme banc d'essai, n'a été livré à un client qu'en 2024, après un démontage complet et une reconstruction. Alors, Boeing a fait ce qu'il devait faire. Il a mis en place une ligne parallèle à Everett. Là, les ingénieurs ont démonté les avions, renforcé les jonctions, réaligné les panneaux et recertifié les appareils pour la livraison. Comme le centre MAX à Moses Lake, cela ne faisait jamais partie du plan directeur. Mais une fois de plus, Boeing s'est retrouvé à réparer des avions longtemps après qu'ils aient quitté la ligne principale. Bien sûr, tout cela ne s'est pas produit d'un seul coup. Après la fusion de Boeing avec McDonnell Douglas à la fin des années 90, les priorités de l'entreprise ont lentement commencé à changer. L'ingénierie comptait toujours, mais pas comme avant. Ce qui importait davantage, c'était les chiffres de livraison, les objectifs trimestriels et satisfaire Wall Street.
Ce changement s'est manifesté sur le sol de l'usine. Les ingénieurs expérimentés, ceux qui avaient autrefois le dernier mot sur les tolérances de conception ou la qualité de fabrication, se voyaient contredits par les chefs de programme et les analystes de coûts. La vitesse est devenue le critère. Pas la précision, pas la durabilité, juste la production. Au moment où le 737 MAX était en pleine production, la culture avait changé. Les jets étaient assemblés plus rapidement que jamais, mais les contrôles et contrepoids s'amenuisaient. Les fournisseurs étaient sous pression pour respecter des délais serrés, les audits internes étaient simplifiés, et au lieu d'arrêter la ligne lorsque quelque chose semblait anormal, les équipes devaient signaler le problème et continuer. C'est ainsi que les erreurs ont commencé à s'accumuler, d'abord petites, puis plus grandes. Et au moment où Boeing a réalisé que tout le système était trop tendu, il était déjà trop tard. La seule façon de continuer à livrer des avions était de créer une deuxième usine, juste pour réparer ceux qui avaient échappé. Le nom de Sam Mohawk n'apparaît pas dans les présentations brillantes de Boeing, mais à l'intérieur de l'entreprise, cela a frappé comme une brique. Jörg Zachary-Kurian est inspecteur de la qualité à Renton, travaillant sur la ligne du 737, et en 2023, il a présenté un rapport qui a tout bouleversé. Selon Mohawk, des pièces défectueuses étaient installées et transmises sans inspection appropriée. Dans certains cas où la documentation était falsifiée, dans d'autres, des pièces qui devaient être mises au rebut étaient réutilisées. Il s'est dit que la culture encourageait les gens à détourner le regard pour maintenir la production en marche, et quand il a parlé, il a été mis à l'écart. Son rapport est allé directement à la Federal Aviation Administration et a atterri devant le Congrès. À partir de ce moment-là, Boeing ne pouvait plus simplement ignorer cela comme un problème isolé. Les régulateurs ont commencé à creuser plus profondément. Les politiciens ont commencé à poser des questions plus insistantes. Boeing a officiellement nié toute faute, qualifié les accusations d'inexactes et promis d'enquêter. Mais en interne, quelque chose s'était déjà fissuré. Les ingénieurs qui étaient restés silencieux ont commencé à s'exprimer. Les équipes de qualité ont remis en question ce qu'elles avaient approuvé. Et pour les fournisseurs, le message était clair. Quelqu'un surveille enfin. D'ici 2024, la chaîne d'approvisionnement de Boeing n'était pas seulement tendue, elle était fracturée. Au centre de tout cela se trouvait Spirit AeroSystems, l'entreprise responsable de la livraison des fuselages pour le 737 et des structures clés pour les programmes 777 et 787. Mais ces livraisons n'étaient pas prêtes à l'emploi. Certaines étaient déformées, d'autres avaient des écarts. Beaucoup nécessitaient des retouches avant d'être prêtes pour le vol. Le point de rupture est survenu en juillet, lorsque plus de 6000 machinistes chez Spirit ont cessé le travail. 7 semaines plus tard, le bilan de Boeing avait chuté de 5 milliards 500 millions de dollars supplémentaires. Les objectifs de production se sont effondrés. Les calendriers de livraison ont dû être réécrits à nouveau. Et les compagnies aériennes, déjà exaspérées, ont commencé à demander combien d'excuses supplémentaires elles recevraient cette fois-ci. Au milieu de ce chaos, Spirit a évincé son PDG et installé Kelly Ortberg, l'ancien directeur de Collins Aerospace. Son travail? Arrêter l'hémorragie, corriger les flux de travail et ramener Spirit dans les bonnes grâces de Boeing. Mais Ortberg n'est pas arrivé sur une page blanche. Il a hérité d'années de retard, de méfiance et de dettes techniques, et d'une société mère, Boeing, qui peinait à maintenir son propre ordre, à l'intérieur des usines fantômes. Moses Lake n'était pas censé être un dépôt de réparation. Il l'est devenu parce que Boeing n'avait plus d'options. À la mi-2020, plus de 400 nouveaux 737 MAX étaient bloqués en stockage, incapables d'être livrés après l'immobilisation mondiale qui a suivi 2 crashs mortels. Les lignes de production à Renton continuaient de fonctionner, mais les cieux étaient fermés. Alors, Boeing a loué un immense aérodrome dans l'est de l'État de Washington et l'a transformé en centre de triage. Moses Lake est devenu l'endroit où les avions allaient attendre et attendre et attendre. Mais il ne s'agissait pas seulement de mettre à jour le logiciel ou de remplacer quelques pièces. Certains avions avaient des trous mal percés dans le fuselage. D'autres nécessitaient le remplacement de cloisons, de nouveaux faisceaux de câblage ou des révisions hydrauliques complètes. Les équipes devaient déballer les avions qui étaient restés exposés aux éléments pendant des mois, parfois des années, et les remettre aux normes manuellement. Au début de l'année 2025, il restait encore 55 jets dans la file d'attente. Chacun d'eux nécessitait des réparations différentes. Il fallait récupérer des pièces et chaque livraison impliquait de jongler avec les dernières exigences de la Federal Aviation Administration. Lorsqu'un avion quittait Moses Lake, il avait subi 2 cycles de fabrication, la construction initiale et le second acte non prévu et non budgété. Everett n'était jamais censé réparer des avions non plus, mais au moment où les livraisons de Dreamliner ont atteint leur 3e pause majeure, c'est exactement ce qu'il est devenu. Le problème du 787 n'était pas aussi visible que la crise du MAX, mais il était tout aussi profond. Les ingénieurs ont découvert de minuscules écarts là où les sections du fuselage étaient assemblées hors spécification par des fractions de millimètres. Sur le papier, petit. En pratique, un cauchemar.
Ce n'étaient pas des défauts cosmétiques superficiels, ils affectaient l'intégrité structurelle de l'avion au fil du temps. À partir de 2020, Boeing a interrompu les livraisons, puis les a reprises, puis les a de nouveau interrompues. À chaque fois, davantage de jets ont été signalés. À un moment donné, plus de 120 Dreamliner étaient stationnés, en attente de réparation. Everett, autrefois la fierté de Boeing pour l'assemblage de gros porteurs, a été réaffecté pour gérer le retard. Le travail était lent, les équipes devaient dépouiller l'intérieur de chaque avion, renforcer la structure et retravailler les jonctions structurelles. Un seul avion pouvait prendre des mois à être approuvé. Pour aggraver les choses, les sanctions liées à la guerre et les retards d'expédition mondiaux ont rendu plus difficile l'approvisionnement en matériaux nécessaires pour les réparations. Même les outils et l'équipement de calibration étaient affectés. D'ici le 20 avril 2025, Boeing avait enfin terminé l'inspection des derniers 787 affectés, mais le dommage, tant sur le plan de la réputation que financier, était déjà fait. Les avions censés voler en 2020 à 2021 n'ont atteint les clients que 4 ans plus tard, et le rythme de production d'Everett ne s'est toujours pas complètement rétabli. Les usines de l'ombre n'étaient pas des chaînes de montage, elles étaient des unités de triage, et le travail n'était pas simple. Chaque avion cloué au sol avait sa propre liste de problèmes. Panneaux mal alignés, fixations non vérifiées, bugs logiciels, vérification du câblage. Ce n'était pas des tâches pour les nouveaux employés ou les sous-traitants. Boeing a dû réaffecter ses mécaniciens les plus expérimentés, des personnes qui s'occupaient normalement de l'assemblage final ou des tâches de préparation au vol, pour passer des mois à défaire et refaire un travail qui aurait dû être bien fait dès le départ. Ce n'était pas durable. Retirer la main-d'œuvre qualifiée de la ligne principale ralentissait la nouvelle production. Le retard s'accumulait et les équipes d'assurance qualité étaient débordées en essayant de rattraper le retard. Dans des mémos internes, même la direction de Boeing reconnaissait l'évidence. Réparer un avion endommagé prenait plus d'heures de travail que d'en construire un nouveau. C'est devenu un cercle vicieux. Plus Boeing essayait de faire sortir les avions de la chaîne rapidement, plus il fallait de corrections. Et plus il fallait de corrections, moins il y avait de travailleurs disponibles pour prévenir le prochain problème. Les usines fantômes n'étaient pas seulement coûteuses, elles étaient le symptôme d'un échec plus profond. Dans les rapports officiels, cela est répertorié comme des coûts de retouche. En pratique, c'était un gouffre financier massif. Le programme 787 de Boeing à lui seul a accumulé plus de 6 milliards 300 millions de dollars en dépenses supplémentaires, la plupart étant directement liées à l'inspection, au démontage et à la réparation des avions qui étaient déjà censés être terminés. Ce n'étaient pas des réparations mineures. Nous parlons de réalignement complet du fuselage, de nouvelles cales, de réparations structurelles, nécessitant toutes les équipes les plus expérimentées de Boeing. Ce genre de main-d'œuvre n'est pas bon marché, et lorsque des centaines d'avions sont bloqués dans un limbo de retouche, le coût augmente rapidement. Les revenus ont également été affectés. En 2023, la division commerciale de Boeing a enregistré une baisse de 14% par rapport à l'année précédente. Même avec la demande de voyage qui remontait après le Covid, les livraisons ne pouvaient pas suivre, les avions ne bougeaient pas, les clients étaient frustrés et l'argent ne circulait pas. Pire encore, certaines compagnies aériennes ont exigé des compensations pour les retards. D'autres ont renégocié les prix entièrement. Boeing ne dépensait pas seulement plus, il gagnait moins sur chaque avion qui finissait par sortir. Le carnet de commandes en dit long. Plus de 5500 avions encore en commande, d'une valeur estimée à 520 et 1 milliard de dollars. Mais ces chiffres ne signifient pas grand-chose si vous ne pouvez pas les livrer. Les retards de production ont transformé le calendrier de livraison de Boeing en une suggestion plutôt qu'un plan. Début 2025, les compagnies aériennes exprimaient ouvertement leur frustration. Southwest Airlines a carrément déclaré qu'ils ne recevraient pas les avions promis cette année, et ils n'étaient pas les seuls. L'incapacité de Boeing à atteindre ses objectifs a eu des répercussions sur l'industrie. Les compagnies aériennes, comptant sur de nouveaux avions pour l'expansion ou le renouvellement de leur flotte, ont été contraintes d'ajuster leurs itinéraires, de reporter des retraits et de dépenser plus d'argent en carburant pour des avions plus anciens gourmands en carburant. Pour les opérateurs à bas coût, où les marges sont extrêmement faibles, c'est un vrai problème. Pendant ce temps, des dizaines de jets finis restent stationnés, en attente d'inspection, de documents ou de pièces de rechange. Chaque avion cloué au sol représente une perte de revenus et une érosion de la confiance. Boeing n'a pas seulement raté les chiffres, ils ont raté les attentes. Et dans ce secteur, cela coûte tout autant. On ne peut pas se cacher du tableau de bord. En 2024, Airbus a livré 497 avions, Boeing seulement 291. Cet écart ne s'est pas produit discrètement. Les dirigeants des compagnies aériennes, les sociétés de leasing et les investisseurs l'ont tous remarqué. Dans un marché fondé sur la prévisibilité, Boeing semblait tout sauf stable.
Les chiffres ne concernent pas seulement le droit de se vanter. Ils influencent les décisions d'achat. Lorsqu'un fabricant est constamment en retard, l'autre commence à sembler être un pari plus sûr. C'est exactement ce que nous voyons maintenant. Les transporteurs qui étaient autrefois fidèles à Boeing couvrent leurs paris. Certains ont commencé à transférer leurs commandes d'avions monocouloirs vers la famille A320 Neo. D'autres explorent l'A330 Neo et l'A350 pour la capacité long courrier. Même s'ils ne les annulent pas complètement, le message est clair. Livrez ou nous irons ailleurs. Sur le papier, fermer les usines fantômes ressemble à un progrès. Boeing dit qu'il est temps de revenir à des opérations normales. Plus de travailleurs sur les lignes principales, moins sur les réparations. Mais la question plus profonde n'est pas de savoir si les lumières sont éteintes, c'est de savoir si les problèmes qui ont rendu ces usines nécessaires sont réellement résolus. La Federal Aviation Administration n'a pas levé le plafond de production mensuel du MAX. Boeing veut augmenter la production. Les régulateurs ne sont pas convaincus qu'ils sont prêts. En interne, certains travailleurs disent que peu de choses ont changé. Les processus sont peut-être plus stricts, mais la pression pour atteindre les objectifs est toujours là, et les raccourcis n'ont pas entièrement disparu. Un ancien inspecteur l'a qualifié de coup de peinture fraîche sur le même système. Les dirigeants soutiennent que cela fait partie de la reconstruction de la confiance. Corriger la production, réduire l'arriéré, et prouver aux compagnies aériennes et aux régulateurs que Boeing peut livrer des avions propres du premier coup. Mais sans réforme structurelle, cela pourrait n'être qu'un nettoyage temporaire, tandis que le câblage en dessous reste effiloché. Le prochain grand objectif de Boeing est clair. Construire 38 jets MAX par mois d'ici la fin de 2025. C'est l'objectif de production que les dirigeants répètent aux analystes, aux actionnaires et aux médias. Le problème, ce nombre dépend de quelque chose que Boeing n'a pas fait de manière constante depuis des années. Livrer des avions qui n'ont pas besoin d'une deuxième série de réparations. Avec la réduction des usines fantômes, Boeing parie qu'il peut obtenir la qualité dès la première fois. Plus besoin de transporter les avions à Moses Lake. D'inspection de câblage des semaines après la fin de l'avion. Si tout se passe comme prévu, les avions sortent de la chaîne, passent une inspection standard et vont directement chez le client. Mais c'est un grand saillie. Les objectifs passés ont été repoussés, parfois de trimestres, parfois d'années. Rien qu'en 2024, Spirit AeroSystems a envoyé des fuselages avec des sections mal alignées, provoquant encore une onde de choc dans le système. Les pénuries de main-d'œuvre n'ont pas aidé et les audits internes signalent encore des lacunes occasionnelles dans la documentation. L'optimisme de la direction semble familier. Ce n'est pas la première fois que Boeing parle d'une montée en puissance sans accroc. Mais maintenant, il y a une date limite stricte et les usines de l'ombre ne seront pas là pour rattraper les erreurs. Ça lui rend les prochains mois critiques. Soit les processus de retouche tiennent, soit Boeing risque de glisser à nouveau. Et s'il manque cette fenêtre de production, la confiance s'érode encore davantage. Pour les clients qui attendent leurs avions et pour les investisseurs qui ont déjà vu Boeing trébucher à travers des années de retard, la question n'est pas seulement combien d'avions sont construits, mais combien sont prêts à voler. Avec la fermeture des usines fantômes, Boeing dispose soudainement d'une ressource précieuse, des travailleurs qualifiés. Et un endroit qui en a grandement besoin est le programme 777X. Début 2025, plus de 30 avions étaient construits mais non livrés, stockés en attendant la certification complète. Le 777X était censé être le prochain fleuron de Boeing, mais les retards, les modifications de conception et l'examen supplémentaire de la Federal Aviation Administration ont repoussé l'entrée en service à fin 2026 au plus tôt. En attendant, Boeing essaie de prendre de l'avance en terminant le plus de travail possible avant que le feu vert final n'arrive. C'est là que ces travailleurs interviennent. Les techniciens qui s'occupaient des réparations du Dreamliner ou du retard du MAX pourraient maintenant être réaffectés à la préparation et à l'entretien de la flotte de 777X stockée. Inspection, mises à jour logicielles et ajustements mineurs pour répondre aux exigences de sécurité en évolution. Cela reste un processus lent. Les règles de certification se sont durcies après le MAX et le 777X est un nouvel avion aux yeux des régulateurs, pas un dérivé. Boeing peut redéployer son vivier de talents, mais cela n'accélérera pas beaucoup le processus à moins que la paperasse ne suive aussi. Et pour l'instant, rien ne le garantit. Dans le meilleur des cas, Boeing reprend son souffle et le garde. Les audits internes montrent des progrès. La Federal Aviation Administration permet une augmentation mesurée de la production. Le 737 MAX se stabilise à environ 38 unités par mois, avec un chemin clair vers 50. La production du Dreamliner reste stable, et le 777X, après des années de hauts et de bas, obtient enfin son approbation. Si cela se produit, les livraisons commencent à augmenter à nouveau. Les compagnies aériennes qui étaient hésitantes commencent à accepter les avions à temps. Les arriérés se réduisent.
Et, surtout, l'argent commence à affluer. Wall Street ne fera pas de parade, mais la pression diminue. Au lieu de punir chaque retard ou défaut, les investisseurs se concentrent sur les progrès trimestriels. Les dirigeants ont un peu de répit pour reconstruire la confiance, en interne et en externe. La chaîne d'approvisionnement se stabilise aussi. Moins de travaux de retouche signifie moins de surprises pour les fournisseurs et les machinistes passent plus de temps à construire des avions qu'à les réparer. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de boom soudain, mais c'est stable, prévisible. Et pour Boeing, après des années de chaos, ce serait un changement bienvenu. Dans le pire des cas, Boeing avance trop vite ou apprend trop peu. Les avions sortent de la chaîne avec les mêmes vieux défauts. Mais maintenant, il n'y a plus d'équipe de secours à Moses Lake ou Everett pour réparer discrètement les choses. Le système de retouche a disparu, et ce qui reste est une ligne de production qui ne peut pas cacher ses défauts. Les compagnies aériennes le remarquent rapidement. Les livraisons arrivent en retard. Celles qui arrivent nécessitent parfois des réparations de toute façon. Des clients comme Southwest et Ryanair se font entendre de plus en plus fort. Ils ont attendu assez longtemps. Puis viennent les régulateurs. La Federal Aviation Administration intervient à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. Des plafonds de production sont imposés. Les inspections surprises augmentent. Boeing est entraîné dans un autre cycle de surveillance publique qu'il ne peut pas contrôler. Pendant ce temps, les investisseurs commencent à paniquer. Ils pensaient que l'entreprise avait tourné la page pour se retrouver de nouveau au point de départ. En interne, le moral prend un nouveau coup. Les travailleurs qualifiés remettent en question les priorités de la direction. Les fournisseurs se préparent à de nouvelles secousses. Il n'y a pas de scandale, pas de moment unique, juste une autre lente hémorragie. Objectif manqué, marge réduite, et les compagnies aériennes transfèrent discrètement plus de commandes à Airbus. Dans cette version du futur, Boeing ne s'écrase pas, il s'éloigne simplement de là où il était. Les fermetures attirent l'attention, mais rien ne change vraiment du jour au lendemain. Boeing doit encore prouver qu'il peut construire des avions proprement à grande échelle, sans boucle de réparation supplémentaire. Et cela ne se fera pas en un trimestre, ni même en un an. Les fournisseurs sont toujours en retard. Les filières de formation sont maigres. Chaque augmentation de production est accueillie avec un optimisme prudent. Et puis, un autre retard, la Federal Aviation Administration reste profondément impliquée, approuvant chaque augmentation mensuelle. Wall Street accorde à Boeing un peu de répit, mais seulement pour un temps. Les livraisons se font au compte-gouttes, les revenus augmentent lentement. Mais c'est plus lent que prévu, et les marges restent faibles. Cette version ne se termine pas en flammes, mais c'est épuisant. C'est une longue reconstruction, pleine d'audits, de recyclage et de mise à niveau des systèmes. Boeing ne fait pas de bond en avant, il survit simplement, espérant que chaque petit pas finira par se transformer en quelque chose de plus grand. Pour l'instant, c'est tout ce que quiconque est prêt à parier. Les usines fantômes ne faisaient pas partie du plan. Elles étaient le résultat de pas manquer, d'une mauvaise supervision et de décisions qui se sont accumulées. Les fermer ne signifie pas que les problèmes sont résolus. Cela signifie que Boeing n'a plus d'endroit pour les cacher. Ce changement remet tout sur les lignes de production principales. Plus de seconde chance, plus de centres de retouche dédiés. Si un avion quitte l'usine avec des défauts, c'est désormais le problème de tout le monde. En interne, cela change le rythme. Moins de marge de manœuvre, plus de contrôle. Les ingénieurs et les mécaniciens savent ce qui est en jeu à chaque inspection et vol d'essai. La marge d'erreur vient de se réduire. En dehors de l'entreprise, les gens observent, les compagnies aériennes, les régulateurs, les actionnaires. Si ce changement fonctionne, cela signale un progrès. Si ce n'est pas le cas, le recours n'existe plus. Ce n'est pas seulement une fermeture d'installation. C'est Boeing qui dit « Nous avons fini de réparer dans l'ombre. Maintenant, nous découvrons si le système peut vraiment tenir. » N'oubliez pas de vous abonner pour plus de reportages approfondis sur les tournants de l'aviation et faites-nous savoir où vous pensez que Boeing ira à partir de maintenant.